Bonjour, je suis le docteur Antonini. On va vous présenter avec le docteur Philippon, qui est endocrinologue, les innovations dans la prise en charge de la pathologie de la thyroïde et de la parathyroïde. Alors, les innovations, je vais essayer de vous parler des innovations organisationnelles, c'est-à-dire qu'on a essayé, du moins on a structuré le circuit patient. Le gros avantage qu'on a sur l'hôpital, c'est que toutes les compétences sont sur un même site. C'est-à-dire qu'on a les endocrinologues qui participent au diagnostic, au suivi, au traitement. On a les radiologues qui pratiquent les échographies et les cytoponctions éco-guidées. On a la médecine nucléaire qui pratique aussi la scintigraphie thyroïdienne, les scintigraphies parathyroïdiennes au MIBI. Et le docteur Philippon vous parlera un petit peu des innovations à ce niveau, au niveau des parathyroïdes. On a les chirurgiens ORL, docteur Sianek, docteur de Cutoni, moi-même, qui opérons ce type de pathologie. On a les anatomopathologistes qui effectuent aussi les cytoponctions et surtout les analyses extemporanées qui nous aident beaucoup à prendre les bonnes décisions en péropératoire, surtout dans la pathologie thyroïdienne. Et on a le laboratoire de biologie qui nous rend des diagnostics rapides, en 20 minutes, par exemple, de la parathormone, afin d'être sûr qu'on a bien retiré la glande dans les para. Donc l'objectif de structurer, c'est de faciliter, de réduire le parcours patient. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'intervenants, les patients ils font des allers-retours, donc on essaye et le but ultime, ça serait de prendre en charge la pathologie du nodule thyroïdien en un jour. Bon alors bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, parce que ça demande des moyens importants, mais on pense surtout aux patients qui viennent de loin, qui viennent plus 50 ou 100 km. C'est vrai que faire des allers-retours pour faire une cytoponction, pour faire l'échographie, pour faire... Bon, c'est vrai que c'est bien, et on est en train de travailler avec ça, avec Mélanie, pour organiser ça. Je voulais faire un petit rappel sur l'échographie, qui à mon sens est l'examen clé dans la prise en charge de la thyroïde. Alors, il y a quelques modifications qui sont intervenues en 2017 avec la nouvelle classification européenne TIRAT, notamment qui la clarifie un petit peu, qui la simplifie, parce qu'avant c'était un peu un fouillis, c'était assez compliqué. D'ailleurs, on s'en rendait compte. Les radiologues nous rendaient très peu des classifications de TIRAT parce que c'était compliqué. Cette classification elle était simplifiée. Maintenant, on se base surtout sur la forme, qui doit être qui est ovale ou pas, les contours s'ils sont irréguliers, les microcalcifications, l'hypoécogénicité. Donc ça, c'est des facteurs qui classent d'emblée en score 5 de TIRAT, c'est qui impose une cytoponction. Voilà. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est un examen qui est très opérateur dépendant. Et bon, certes, elle s'est simplifiée depuis 2017, mais on rencontre encore beaucoup de problèmes avec des échographies qui sont mal faites, très peu informatives. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des radiologues spécialisés avec un compte-rendu standardisé. Et ça, c'est ce pourquoi, en radiologie, ils se sont engagés là, à nous rendre des diagnostics en ce sens. Ils se sont aussi engagés à mettre en place des créneaux de cytoponction éco-guidés dédiés. Vous pouvez prendre rendez-vous... Hop là, je suis allé un peu vite. Désolé. On peut revenir en arrière. Voilà. Vous pouvez prendre donc rendez-vous avec le mail donc, au secrétariat de radiologie directement pour les cytoponctions éco-guidées ou alors au secrétariat d'anatomopathologie par téléphone. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole au docteur Philippon pour la partie d'endocrinologie. Du coup, dans le service, on a aussi essayé de travailler sur la facilitation de l'accès à l'hôpital pour vos patients de ville, avec depuis 1 an maintenant une consultation thyroïde dédiée avec des délais de consultation à moins d'1 mois, hors hyperthyroïdie, puisqu'en général, quand vous nous adressez vos hyperthyroïdies, on se débrouille pour les voir dans la semaine. Et puis depuis maintenant... un peu plus d'1 an, on a le téléphone d'avis de diabéto-endocrino. Donc, je vous ai remis le numéro de téléphone pour les médecins de ville
qui vous permet d'avoir l'un de nous quatre, on est donc 4 endocrinos, en journée directement pour avoir des avis et pour faciliter la prise en charge de vos patients. Donc ça marche franchement vraiment très bien. On vous a plusieurs fois par semaine au téléphone du coup ça permet d'avoir pour vous, quand vous avez le patient qui est en face de vous à la consultation, de conforter votre prise en charge et les examens complémentaires que vous devez faire pour le patient. Et pour nous derrière et pour le patient, ça facilite nos consultations parce que quand il vient à la consultation, il a déjà eu tous les examens nécessaires. Donc ça évite qu'on le voit une première fois, qu'on prescrive les examens, qu'il repartent, qu'il revienne nous voir pour qu'on pose un diagnostic. Et puis on échange directement avec vous, ce qui est toujours plus pratique. Et enfin, donc un peu moins sur le côté endocrino, mais pas mal sur le côté diabéto, ça permet de faire hospitaliser directement vos patients sans qu'ils passent par les urgences, sans qu'ils engorgent les urgences, quand on peut en tout cas les prendre directement. Et c'est notamment toutes vos découvertes de diabète qu'on vous a tous plusieurs fois par semaine pour prendre directement vos patients. En endocrino, ça arrive un peu, mais plus rarement. Bon, la semaine dernière, on a eu un de vous pour 1,50 de calcémie qu'on a pris directement dans le service vendredi après-midi. Mais voilà, c'est un petit peu plus rare. Donc, enfin, on essaye de travailler là-dessus pour faciliter la communication ville-hôpital. Et donc, avec le docteur Antonini, on a décidé de faire un petit focus sur l'hyperparathyroïdie primaire et en tout cas le TEP à la choline, qui fait partie des innovations des dernières années et qu'on a en médecine nucléaire sur l'hôpital d'Aix. Alors d'abord un petit rappel, l'hyperparathyroïdie primaire, c'est vraiment un diagnostic qui est biologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'imagerie. L'imagerie, elle vient après. La chose que vous devez avoir en premier, c'est une hypercalcémie. Vous avez l'hypercalcémie et donc derrière, la question c'est est-ce que les parathyroïdes sont adaptés ou pas à cette hypercalcémie? Normalement, face à une hypercalcémie, la PTH doit être basse. Si en face, vous avez une PTH qui est normale ou haute, c'est anormalement normal. Donc c'est comme ça que vous posez votre diagnostic d'hyperpara primaire. Et donc l'objectif derrière, pour vous et pour nous, c'est de guérir le patient. Et donc la guérison de l'hyperparathyroïdie primaire, elle se fait que grâce à nos chirurgiens qui vont pouvoir faire une exérèse de là ou des glandes pathologiques. Et pour eux, pour leur faciliter le travail et pour optimiser du coup les chances de guérison du patient, c'est là qu'interviennent les imageries préopératoires classiques, que sont la scintille et l'écho, puisqu'elles vont permettre du coup de différencier les atteintes uniglandulaires, donc qui représentent 80-85% des hyperparaprimaires, ce qui permet après aux chirurgiens de faire un abord latéralisé sans exploration forcément obligatoire des 4 glandes. Et si jamais on retrouve une atteinte qui est multiglandulaire, donc ce qui représente 15-20% des hyperparathyroïdies, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de faire une exploration cervicale bilatérale. Donc, les examens standards et classiques dans la démarche diagnostique, une fois que vous avez posé le diagnostic biologique d'hyperpara primaire, c'est écho-scintille, scintigraphie, donc OMIBI en soustraction. Et le problème, c'est que parmi ces examens, donc en fonction des études, il y a quand même 12 à 18% des imageries qui sont négatives. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a une hyperparaprimaire, puisque la patiente ou le patient il est hypercalcémique, mais ni l'écho ni la scintille ne permettent de trouver la glande pathologique. Et donc c'est là qu'intervient la botte secrète, le TEP à la choline, donc qui est une imagerie qui est, on va dire, semi-récente, mais du coup qui a permis vraiment d'aider dans les diagnostics topographiques d'hyperpara. Alors, la choline, juste rapidement, c'est un précurseur des phospholipides membranaires. Donc, pourquoi est-ce que les adénomes parathyroïdiens vont fixer? D'abord parce que c'est un adénome, il y a une prolifération cellulaire qui est augmentée, donc une synthèse membranaire qui est augmentée. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi une activation particulière de la voie de la choline dans la signalisation cellulaire. Donc, sans rentrer dans les détails, en gros, ça fait que tout ça fait que l'adénome va plus fixer. Et donc, le principe en médecine nucléaire, c'est comme pour le TEP au 18 FDG qu'on connaît plus, c'est avec du fluor marqué et donc attaché à la choline qui va permettre de mieux localiser du coup les glandes pathologiques. Alors, là, on vous a mis un petit exemple d'une patiente qu'on a eue, donc hypercalcémie, hyperparaprimaire, et donc là, c'est la scintigraphie en OMIBI, la classique, donc qui ne retrouve pas d'image particulière. Là, vous voyez à gauche la fixation thyroïdienne, mais voilà,
pas d'image parathyroïdienne. Donc juste pour que vous ayez en tête, ça représente quand même 20% des scintilles qui sont négatives, à peu près. Ce qui est quand même pas négligeable. Et donc chez cette dame, on a fait le TEP à la colline derrière, qui a permis du coup de localiser ce petit adénome parathyroïdien qui était en position ectopique, donc pas à l'endroit théorique où se trouvent les 4 glandes parathyroïdes, mais en position rétro-œsophagienne. Et donc, en fonction des études, le TEP à la colline permet quand même de récupérer 70% des imageries initialement négatives. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on a quand même une positivité qui est à plus de 90%, ce qui est quand même bien, qui aide nos chirurgiens. Le TEP à la colline, donc pour revenir, les avantages, c'est plus court que la scintille au MIBI, 1 heure versus 2-3 heures. Il y a une meilleure résolution spatiale, donc notamment ce qu'on vient de voir, c'est plus sensible pour les adénomes ectopiques, les petites lésions infracentimétriques et les PTH qui sont faiblement élevés. C'est moins irradiant et on n'a pas besoin d'être à jeun par rapport à un TEP au glucose, puisque du coup, c'est pas dépendant du glucose. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à tout le monde parce que c'est cher. Donc là, je vous ai mis le coût. Donc c'est quand même entre 3 fois plus cher que la scintigraphie. Et puis surtout, en termes de disponibilité, tous les services de médecine nucléaire ne peuvent pas faire cet examen. Et donc nous, on a la chance à Aix de pouvoir le faire. Donc je laisse la parole au docteur Antonini pour finir sur la chirurgie. Donc là, je vais vous parler un peu des innovations dans la prise en charge chirurgicale des pathologies thyroïdiennes. Bon, je vais faire un petit peu d'historique pour mettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que ce qui a révolutionné dans les années 80 la chirurgie de manière générale, c'était l'introduction de l'endoscopie. Donc il y a eu de la chirurgie thyroïdienne vidéo-assistée, c'est-à-dire avec l'endoscope qui a été développé. C'est une technique qui était limitée parce qu'en fait c'était des petites incisions pour lesquelles on faisait passer un endoscope, mais bon, on ne pouvait pas sortir de gros nodules, hein, donc on faisait des petites incisions, mais on ne pouvait pas sortir un nodule de plus de 2 cm par une incision de moins de 2 cm. Donc ça a été quasi abandonné ou c'est pratiqué par très peu de chirurgiens parce qu'en fait la rançon esthétique d'une cicatrice de cervicotomie bien faite, elle est quasi imperceptible. Le préjudice esthétique au bout d'1 ou 2 ans, ça se voit pas. Contrairement par exemple à une petite incision de chirurgie vidéo assistée où le chirurgien était obligé de tirer un peu sur la peau et donc il y a une cicatrice qui est rétractile et qui est petite mais qui franchement est moins jolie et se voit. Ensuite, dans les années 2000 est apparu le robot chirurgical. Alors, il y a eu des techniques qui ont été développées pour enlever les thyroïdes ou des lobes ou des nodules thyroïdiens. Le but, c'était de supprimer complètement la cicatrice cervicale en passant par un abord axillaire, comme on peut le voir sur la diapositive, avec des trocars, et plus récemment par un abord buccal, en passant directement par la bouche. Néanmoins, ça reste une technique de durée opératoire très élevée, avec un coût de consommable élevé aussi, et même si ça fait bientôt 20 ans que ça a été décrit, ça ne s'est pas imposé pour le moment comme une technique de référence. Et ça c'est une petite cicatrice, enfin une cicatrice pas petite d'ailleurs, au niveau axillaire. Et donc en 2022, le gold standard de la prise en charge thyroïdienne, ça reste la chirurgie par cervicotomie. Donc au niveau technique, on n'a pas vraiment innové. En revanche, au niveau matériel, là, il y a eu des innovations, clairement, notamment avec le neuromonitorage péropératoire systématique des nerfs récurrents. Ça consiste en quoi? Ça consiste en introduire une sonde d'intubation au niveau du larynx avec 2 petites électrodes de chaque côté qui vont permettre de monitorer en péropératoire le mouvement des cordes vocales. Donc ça, l'anesthésiste place la sonde au moment de l'intubation. Là, on voit en haut, la diapositive du haut, le larynx, l'introduction de la sonde avec, on voit pas bien là, mais bon, avec les électrodes qui sont dessus, c'est la petite partie verte sur la sonde. Et ça permet donc pendant l'intervention de confirmer le trajet en cas de doute ou de division précoce. Parce que quelquefois, comme le montre sa diapositive, on peut avoir un nerf récurrent avec une division précoce. Là, elle est très précoce pour le coup. Et donc avec une division, avec principalement la branche antérieure qui est motrice et la branche postérieure qui a une vocation sensitive. Et donc ça évite de les confondre et de sectionner, malencontreusement, une des branches.
Ça permet aussi de vérifier l'intégrité fonctionnelle du nerf contralatéral avant de débuter, du nerf homolatéral avant de débuter le côté contralatéral, et donc en théorie de supprimer le risque de diplégie, parce qu'on pourrait, en cas de non-fonctionnalité de ce nerf, dire on arrête là et comme ça on évite le risque de diplégie. Ensuite, il y a une innovation matérielle au niveau des moyens d'hémostase. On utilise de manière systématique les moyens d'hémostase modernes avec l'harmonique focus, qui est un procédé d'hémostase par ultrason, et qui clairement a démontré une diminution des pertes sanguines péropératoires, ça a été démontré au moins de moitié, hein. Une réduction du temps opératoire, parce qu'on ne met plus de clips, on ne met plus de nœuds, ça réduit au moins de 30% la durée d'intervention, hein, si ce n'est pas plus même. Ça diminue aussi les quantités de drainage post-opératoire. Ça a été démontré aussi, à tel point qu'on se demande même, on le pratique, des fois on ne met pas de drain en post-opératoire parce que si ça n'a pas saigné, si ça a été une lobectomie simple, quelquefois on ne met pas de drain parce qu'on est confiant. Ça fait maintenant plus de 10 ans, même 15 ans que c'est utilisé de manière systématique sur l'hôpital d'Aix. Et ça a été prouvé que ça réduit aussi, il a été prouvé que ça réduit la douleur. Et l'hypocalcémie post-opératoire aussi, parce que comme le champ opératoire est plus exsangue, il y a une meilleure qualité d'hémostase, on voit mieux les parathyroïdes, on voit mieux leur vascularisation, et donc on les préserve plus facilement. Et donc, pour dire que grâce à tout ça, finalement, l'innovation, c'est quoi? C'est que grâce à la réduction des pertes sanguines, la réduction du temps opératoire, la réduction du risque de paralysie récurrentielle, du risque d'hypocalcémie, la réduction de la douleur, du recours au drainage, on a augmenté globalement la sécurité périopératoire et la vitesse de récupération des patients, ce qui autorise une réduction des durées de séjour, en fait. Et on se rend compte que il y a 10-15 ans, on gardait une thyroïdectomie. Moi, j'ai connu ça au début, on l'a gardé longtemps. Hein. Maintenant, ils sortent à J1 ou J2. Et la perspective, ça va être probablement la thyroïdectomie en ambulatoire. Alors bon... probablement oui, mais il y a quand même quelques petits freins. Ça reste les risques d'hypocalcémie post-opératoire. Alors il y a eu des études qui ont prouvé qu'avec une PTH réalisée quelques heures après la fin de l'intervention, on pouvait prédire le risque ou pas d'hypocalcémie et laisser sortir le patient en toute sécurité. Oui, mais aussi... chez des cas très sélectionnés, parce que si on regarde la thyroïdectomie en ambulatoire, elle a été décrite par les Américains depuis 20 ans au moins, et donc eux ont bien travaillé là-dessus, et quand on regarde le nombre de contre-indications, je vous les ai mises, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que ça s'adapte à des patients qui sont très sélectionnés. Il faut qu'ils habitent, en théorie pour les Américains, hein, et je pense qu'on va reproduire un peu la même chose ici, à moins de 30 minutes de l'hôpital, il faut qu'ils habitent pas seuls, il faut qu'il n'y ait pas de barrière de communication, il faut qu'ils ne soient pas obèses, il faut qu'ils aient un score ASA inférieur à 2, pas sous anticoagulants, enfin voilà, je vous passe toute la liste, que les nodules ne soient pas plus de 4 cm, qu'il n'y ait pas de thyroïdite. Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, tous ces facteurs-là augmentent le risque de saignement et augmentent aussi la prise en charge d'un éventuel hématome, qui est la complication qui est redoutée, hein, c'est l'hématome suffocant. Et donc, s'il y a des critères, il faut les garder en surveillance parce que le risque est plus élevé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Une question concernant le dosage de la calcémie. Généralement, enfin, en tout cas pour ma part, je ne le demande pas systématiquement. On le demande dans le cadre de douleurs ostéo-articulaires particulières ou de bilan d'ostéoporose ou de lithiase urinaire. Est-ce que vous pensez que ça doit faire... Parce que dans une hypercalcémie débutante, est-ce qu'il y a des signes cliniques qui devraient attirer notre attention? Le signe clinique classique, mais c'est sur des hypercalcémies assez élevées, c'est le syndrome polyuropolydipsique. Et après, ça va dépendre de l'âge de la personne, en fait. Parce que les symptômes sont différents chez les jeunes ou chez les personnes âgées. Dans les choses qui doivent peut-être vous faire avoir une calcémie facile, c'est le syndrome polyuropolydipsique, on est obligé, c'est-à-dire dans les causes, il y a le diabète, en numéro 2, c'est quand même la calcémie, l'hypercalcémie par argument de fréquence, puis après le diabète insipide. Les troubles digestifs, quand même, et chez les personnes âgées, les troubles cognitifs, mais ça, je pense que vous faites
facilement des bilans ioniques. C'est pas un examen qui coûte cher, à toujours corréler avec l'albumine, du coup, en ville, pour avoir la calcémie corrigée, mais ça, vous le faites en général aussi très bien. Mais voilà, après, en fonction des âges, les symptômes sont différents, notamment chez les personnes âgées. Personnes âgées, c'est beaucoup, ils n'ont pas accès à l'eau, donc derrière, on va avoir rapidement des troubles cognitifs et des troubles digestifs. Certaines équipes font des thyroïdectomies sous hypnose. Et comment se ferait donc dans ce cas-là le monitorage du nerf récurrent puisqu'il n'y aura pas d'intubation? Je pense qu'elles ne le font pas. Malade, pas du chirurgien. Hein. Alors il est possible avec des aiguilles comme une électromyographie. Ça existe l'électromyographie de larynx. D'ailleurs, ça avait été décrit avant l'introduction du NIM, des électrodes sur les sondes d'intubation. Donc il doit être possible de mettre une électrode en regard des muscles crico-aryténoïdiens et de monitorer. Bon, après, ça m'a toujours... thyroïdectomie sous hypnose, j'avoue que ça a toujours été quelque chose que j'aimerais voir, parce que ça m'a toujours interloqué, quoi. Voilà, je trouve ça... Oui, il y a Jean-Paul qui dit que sous hypnose, le malade, il peut parler. Donc, du coup, c'est un monitorage du nerf. C'est vrai, il faudrait le faire chanter durant toute l'intervention et voir à quel moment la voix se casse ou se trouble.